Je n'ai pas vu un seul territoire dans lequel l'intercommunalité n'a pas changé la vie quotidienne des habitants. Les intercommunalités sont les maîtres d'œuvre de la transition écologique dans les territoires. Une interco, quelle que soit sa strate, elle gère des compétences majeures. Une autre conviction, c'est que le bassin de vie est le bon échelon. On veut du sur-mesure pour nos territoires, on ne veut pas que tout soit décidé d'en haut et on veut une visibilité. Une forme de souplesse et surtout de sur-mesure qui fait la richesse de l'intercommunalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'intercommunalité de France. Au programme, des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre troisième épisode, nous rencontrons Éric Landau et Evangelia Karamitrou. Tous les deux sont avocats pour le cabinet dédié au monde public et parapublic Landau et Associés. Ils ont rédigé avec Intercommunalité de France le guide « Les intercommunalités, pilotes d'une commande publique responsable ». Bonjour Éric Landau, bonjour Evangelia Karamitrou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les co-auteurs du guide « Les intercommunalités, pilotes d'une commande publique responsable », un guide réalisé avec Intercommunalité de France. Une première question toute simple, le but de ce guide, c'est quoi ? On a voulu faire ce guide avec Interco de France tout simplement parce que c'est un des grands enjeux aujourd'hui de transition de notre territoire, d'achat public plus responsable en termes environnementaux et sociaux. Et de ce point de vue-là, l'urgence est une évidence. Et pourquoi avec Intercommunalité de France ? D'abord parce qu'ils sont très actifs et très dynamiques en ce domaine comme en d'autres, mais aussi parce que l'intercommunalité est une bonne échelle. Pour deux raisons. C'est une bonne échelle parce que l'intercommunalité a énormément de compétences à finalité d'aménagement, de transport, d'environnement, qui font que ce territoire est logique. Et la deuxième chose, c'est que cela nécessite de fédérer tout un territoire, mais de fédérer aussi des services, de dépasser les petites frontières entre services marchés, services techniques, parce que ce sont des approches systémiques transversales qui sont à faire, et pour ça les communes sont souvent trop petites et l'intercommunalité peut être à une bonne échelle géographique pour dépasser les blocages qui nous permettent de mettre en œuvre ces questions de transition environnementale tout en prenant en compte les environnements sociaux. C'est tout ça, la commande publique responsable. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, la commande publique responsable ? C'est quoi en fait ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, il faut savoir que la commande publique responsable est déjà mise en œuvre depuis quelques années. On a plusieurs lois qui sont apparues parce qu'il faut savoir que la commande publique en France, c'est des enjeux qui sont assez importants. Ça représente environ 10% du PIB français, soit 200 milliards d'euros. Donc on voit bien que c'est un enjeu majeur en fait pour mener les politiques responsables. Et donc la commande publique responsable, c'est quoi ? C'est mettre en œuvre les achats publics, donc les achats des personnes publiques qui ont des vertus responsables, c'est-à-dire acheter de manière responsable, ça veut dire en respectant les clauses environnementales et sociales. Et c'est ce qu'on a voulu détailler dans ces guides, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les obligations déjà imposées par les différentes lois qui sont apparues ces dernières années, et quelles sont après les bonnes pratiques à mettre en œuvre avec quelques rédactions de clauses à insérer dans les pièces du marché des différentes personnes publiques. C'est vrai que Sébastien Martin le dit dans l'édito du guide, la commande publique c'est un levier non négligeable, notamment pour accélérer la transition ou les transitions. Il a raison. Et très souvent, les acheteurs publics peuvent avoir une réaction à la fois faite d'enthousiasme, mais aussi d'agacement quand on les aborde sous cet angle. Parce qu'il y a de dire, on est des acteurs importants de la transition et de l'évolution de nos territoires, de notre société, accessoirement de l'avenir de l'humanité, accessoirement. Mais ça peut être aussi, c'est encore sur nos épaules qu'on va faire peser des nouvelles contraintes. Et c'est vrai que la commande publique responsable a longtemps été présentée comme n'étant que des nouvelles normes pour des pneus réchappés, pour des flottes de véhicules qui doivent avoir des véhicules à faible, voire très faible émission carbone, etc., etc. Sauf que ce dont nous parlons, c'est un dépassement de ce
vision uniquement fondée sur des contraintes techniques au stade des parties techniques des marchés publics, des CCTP, puisqu'on a une approche beaucoup plus systémique. Et là, on est sur des choses vertueuses, mais qui nécessitent de travailler à une autre échelle. Je vais prendre un exemple. Il est logique, on le fait tous à titre personnel, de se dire, tiens, si je n'achète pas un produit qui finalement n'est pas si utile que cela, je fais une grosse économie carbone en plus qu'une économie financière, certes. C'est un peu frustrant, mais c'est utile. Mais il y a aussi l'idée de se dire, si j'ai un produit qui est réparable, ou si j'ai un produit où j'ai le droit maintenant de prendre en compte sa réparabilité, son cycle de vie, etc., je ne me fais pas avoir. Et ça, c'est des choses que nous, on fait tous à titre personnel, que de se dire que si un produit est réparable, s'il a une durée de vie plus longue, ça vaut parfois le coup de payer, je ne sais pas, 3% de plus, ou 5% ou 10% de plus, si j'ai 3 ans ou 5 ans de plus de durée de vie du bien, avec éventuellement un peu de réparabilité. Et ça, on ne pouvait que très difficilement le faire en marché public il y a encore quelques années. Aujourd'hui, nous sommes au contraire incités à le faire. Et ça fait de l'acteur non pas seulement quelqu'un qui subit des nouvelles normes sociales et environnementales, mais un vrai acteur de son changement, et un acteur d'autant moins frustré que c'est ce qu'on fait tous à titre personnel et qu'on ne pouvait pas faire quand on achète dans la vie publique. Youpi, on peut le faire. Sauf que du coup, ça veut dire qu'on va discuter autrement avec le service utilisateur. Parce qu'on va se dire, tiens, quelle est la réparabilité, quelle est la contrainte que l'immobilisation, le temps d'une réparation, c'est quoi un cycle de vie de tel ou tel bien pour, je sais pas moi, un matériel roulant en transport en commun ou un ordinateur, qui sont des domaines qui nécessitent en plus de passer vraiment d'un contrôle purement juridique de l'achat public à une vraie politique d'achat public. Et de ce point de vue-là, l'évolution qualitative induit toute une réflexion du sourcing jusqu'à l'exécution des marchés et qui rend la démarche non pas uniquement contrainte, mais aussi passionnante pour qui s'imprègne de tout ceci. D'où l'intérêt de ce guide, puisqu'on va allier la démarche purement juridique avec des retours sur expérience des bonnes pratiques, parce que justement cette démarche ne peut pas être qu'étroitement juridique, pas plus qu'elle ne peut être étroitement celle d'un service marché. Il y a un lien avec les usages, avec les services utilisateurs et avec même la pensée des coûts induits de nos achats, par exemple les coûts numériques en exploitation, en coût carbone comme en coût énergétique, pour citer un exemple parmi d'autres. C'est vrai qu'en vous écoutant, je pense à des remarques, des réflexions qu'on a pu nous faire parfois quand on fait des reportages, notamment par exemple avec les services en charge des transitions. C'est celle de se dire, mais tiens, le service achat, il ne me suit pas. Il fallait en fait que la loi vienne appuyer cette volonté, ce désir de faire mieux. C'est là où le juriste même doit changer son approche, puisqu'il n'est pas là uniquement en policier ou en contrôle qualité pour dire c'est bon, c'est pas bon, mais également pour aider à prendre en compte des éléments. J'évoquais tout à l'heure le coût de cycle de vie en termes de critères qui remplace le critère prix dans un certain nombre de cas ou qui à terme le fera, et beaucoup d'autres choses. Mais attention, le rôle du juriste aussi, c'est d'être d'autant plus coopératif qu'il sera parfois en situation également de devoir dire non. Parce qu'à aller trop loin dans cette démarche, on risque de faire des grosses bêtises juridiques aussi. Et donc le juriste devra être, de ce point de vue-là, ou le service achat, un acteur, un partenaire, qui sera de temps en temps un félicitateur, qui va de temps en temps sécuriser les choses, mais en montrant qu'il n'est pas que en blocage, car il devra continuer de temps en temps d'être celui qui dit hop, 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 là vous allez trop loin et c'est un coup à avoir une illégalité de notre marché, voire du pénal, car ces risques-là demeurent, il faut bien qu'on l'ait en tête. Ça pose la question de l'enjeu politique, finalement, d'un service public qui est obligé de ne pas être dans sa bulle, de se reconnecter aussi aux autres services, d'agir bien dans la transversalité qu'on évoque souvent, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Je pense que l'intérêt, sans vouloir du tout incriminer, attention, il ne faut pas incriminer du tout les services achats des collectivités qui travaillent vraiment très bien, qui sont très sérieux. Moi, mon expérience personnelle me dit que ces services-là sont vraiment dévoués à la collectivité et qui essayent d'éviter les risques de la commande publique. Et ils jouent parfaitement leur rôle.
L'idée maintenant de toutes ces lois et de toutes ces nouvelles, on va dire, je ne sais pas si on peut parler de révolution, mais vous voyez, de cette évolution en tout cas, ça serait de faire travailler ensemble tous les services de la collectivité. Par exemple, là, pour les grosses collectivités, il y a le SPASER, qui est un outil qu'on doit mettre en place pour les collectivités qui dépassent un budget achat de 50 millions d'euros. Donc là, on doit travailler tous ensemble pour faire les SPASER, et c'est un exemple parfait de la coopération qui doit exister entre plusieurs services d'une même collectivité. On a déjà, nous, travaillé avec quelques collectivités pour mettre en œuvre les SPASER et on a vu les résultats. Ça permet effectivement de décloisonner les services, parce qu'il n'y a pas que les services achats qui travaillent dans son coin. Les autres services aussi, par exemple développement durable, les services techniques, peuvent très bien se cloisonner parce qu'ils ont leurs propres préoccupations. Et vous savez comment c'est, on est tous happés par la routine du travail au quotidien et en fait on parle entre nous avec nos préoccupations, les techniciens des techniques, les services achats pour effectuer de meilleurs achats, négocier, avoir le meilleur prix pour la collectivité, envisager les achats globaux, et du coup on oublie éventuellement quelquefois de se parler entre nous. Or le but effectivement c'est de se décloisonner, de sortir en fait effectivement de notre bureau, d'aller rencontrer les autres, et je trouve que le fait de réaliser un SPASER c'est particulièrement un bon exemple de la coopération qui doit exister entre les différents services, et ça va vraiment dans le bon sens. Même si, comme Eric le disait tout à l'heure, c'est fastidieux, c'est pas facile, ça demande beaucoup de boulot, encore plus de travail aux gens qui travaillent aux collectivités, aux personnes publiques, et c'est pas facile à mettre en œuvre. C'est vraiment c'est un gros travail. Mais moi, je trouve que les retours d'expérience qu'on a par rapport à la mise en œuvre de ces SPASER, c'est vraiment un contentement de tout le monde par rapport aux résultats finaux, qu'on doit encore toujours mettre dans l'épreuve des achats, puisqu'on est encore effectivement tout au début de la mise en œuvre de ces outils. Donc SPASER, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. On va entrer dans le vif du sujet. La première étape qui est intéressante d'ailleurs, c'est que vous commencez tout de suite ce guide par dire la commande publique responsable, c'est quelque chose qui s'organise en amont des achats. Il faut le prévoir pour bien le faire. Ce qui se passe, c'est que la première étape d'un achat bien responsable, c'est de programmer nos achats. Ça, on le fait déjà parce que les collectivités les font, parce qu'elles établissent le budget. Donc, du coup, c'est un outil pour programmer les achats au moins pour l'année à venir, si c'est né sur plusieurs années. Et donc, ce qui se passe, c'est que déjà, dans la définition des besoins, en fait, il faut qu'on fixe des objectifs désormais, mais ça fait quelques années déjà, des objectifs de développement durable. C'est effectivement le Code de la commande publique qui nous oblige de le faire, et au plus tard, donc les nouvelles dispositions, c'est qu'au plus tard, le 22 août 2026, le Code de la commande publique nous dit que les travaux, fournitures ou services réalisés dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques, et justement, ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Donc, il y a au moins 3 dimensions dans cet achat responsable, dans la définition du besoin. C'est pas qu'environnemental, parce que tout de suite quand on parle des achats publics responsables, on pense qu'il y a l'environnement, mais c'est aussi socialement responsable, tout en prenant en compte leur dimension effectivement économique. En pratique, donc, l'acheteur public doit identifier dès le sourcing les fournisseurs qui peuvent répondre à ses besoins de manière, on va dire, responsable, socialement et aussi dans ses aspects environnementaux, les possibilités qui sont offertes par les marchés, identifier les normes qu'on doit prendre en compte, les normes qui doivent figurer dans les pièces de la consultation par la suite, quand on fait les pièces de la consultation, ce qui permettra effectivement d'éviter une procédure infructueuse déjà. Est-ce que ça veut aussi dire travailler avec un écosystème local? Parce que c'est vrai que sur certains territoires notamment, c'est pas si facile que ça de pouvoir ensuite trouver les acteurs locaux qui vont pouvoir répondre. Bien sûr. Alors nous, il faut savoir que ça fait quelques années que notre cabinet travaille aux côtés des personnes publiques pour aussi mettre en place des achats localement responsables, mais aussi privilégier, favoriser ce qu'on appelle les achats locaux.
Ce qui est un débat un peu compliqué en droit de contrat public, puisque on le sait tous, en tout cas les personnes qui travaillent dans les marchés publics et les contrats publics, qu'on n'a pas le droit d'afficher, de dire « nous voulons faire que des achats locaux ». C'est les favoriser tout en contrevenant pas, bien sûr, aux textes qui existent et au droit européen, parce que ça peut même être pénalement répréhensible. Donc il faut faire attention en utilisant ces notions-là. Mais effectivement, aujourd'hui, nous avons des outils dans le Code de la commande publique qui nous permettent effectivement de mettre en œuvre ces achats afin de favoriser les tissus locaux. C'est possible, mais il y a des règles précises à respecter. Si on prend l'exemple de la restauration collective, c'est un des exemples où on veut favoriser notamment les acteurs locaux. C'est un excellent exemple, puisque nous sommes là au cœur de tout ce qui vient d'être dit par Evangelia. On a l'obligation de respecter un certain nombre de normes, on a l'envie de favoriser un tissu local. Si on le fait aussi crûment que ça, on finit en prison, article 432-14 du Code pénal. Et si on le fait bien, au contraire, on est le sauveur de son territoire. Donc bon. Alors, premier élément, depuis une loi qui s'appelle Egalim, pour toute la restauration collective publique et toute la restauration scolaire, publique ou privée, on a un certain nombre de normes à respecter. Pour s'en tenir à ce qui est du public, on a 2-3 petites choses. Pour le scolaire, on a une expérimentation de repas végétariens facultatifs hebdomadaires, des choses comme ça, très bien. Mais on a surtout l'obligation que 50% du prix de l'assiette correspondent à du bio, conversion bio, un certain nombre de labels. Et tant qu'on en reste là, sous réserve d'avoir un petit peu de sous, parce qu'on est plutôt sur une augmentation dans ce cas-là du prix de l'assiette, on sait faire. Je respecte une norme, mais là on n'a pas les décloisonnements qu'on évoquait entre services. J'implique une norme, je vais en discuter avec les services utilisateurs, et puis voilà. Mais je peux aussi, dans mon pourcentage, je simplifie, il y a plusieurs pourcentages, c'est un peu un truc gigogne, comme les poupées russes. Eh bien, on peut avoir une prise en compte des externalités environnementales. Et les externalités environnementales, ça va être des éléments plus vertueux, mais aussi plus subjectifs. Ça va être le coût carbone. Alors le coût carbone d'une carotte des sables, d'une botte de carottes des sables, je peux à peu près la calculer. Je sais si elle a été produite sous serre, pas sous serre, et si elle vient de 50 km ou de 5000. La blanquette de veau produit travaillé, je ne sais pas calculer facilement son coût carbone. Si je commence à dire que ça va dépendre du nombre d'intermédiaires, je vais en réalité croire favoriser les circuits courts locaux et parfois favoriser au contraire les boîtes de tout en un qui n'ont que des intermédiaires dans une même société et où de l'abattage jusqu'à la boîte ou la mise sous vide, j'ai en réalité peu d'intermédiaires, alors que parfois les circuits courts reposent sur des très grandes spécialisations d'acteurs locaux. Alors, parfois, certains peuvent se retrouver à faire carrément, sur certaines choses, sur certaines filières complexes, carrément préférer d'ailleurs une production en régie. Un certain nombre de collectivités finissent par refaire des serres municipales qui seront locales, en régie, qui pourront entraîner une participation ou un minimum une sensibilisation des écoliers eux-mêmes, ce qui peut les aider en plus à apprécier de manger des légumes ou des fruits ensuite. Mais au-delà de ces exemples, en général un peu anecdotiques, eh bien on a des collectivités qui se sont, je sais pas, la Vendée par exemple ou d'autres, se sont réellement investies dans cette démarche. Et là, on se retrouve avec des travaux, des référentiels qui, pour être efficaces, devront plutôt être en aval de la constitution de programmes alimentaires territoriaux ou autres démarches locales. Et là, on en revient à ce que disait Evangelia, ça ne marchera que si j'ai commencé par un sourcing, si j'ai dépassé donc le respect PUL des normes bio, conversion bio, pour aboutir à une vraie vision globale, et dans certains cas, je ferai peut-être un peu de régie, j'aiderai à la constitution d'éléments, mais attention, si c'est pour faire un programme alimentaire territorial avec les acteurs de mon territoire, pour ensuite faire un marché qui est pile fait pour eux, on finit tous en tôle, donc on aura loupé aussi également notre démarche. Donc c'est là où on le voit, le juriste doit réussir à être un facilitateur ou l'acheteur public, mais également à celui qui dit tout d'un coup pop, non, maintenant qu'on a bien fait notre sourcing, qu'on a constitué notre PAT, qu'on a réfléchi, on doit réellement faire un cahier des charges qui réellement ouvre avec des délais suffisants pour que, d'une bonne idée,
nous ne finissions pas à l'ombre. Il y a donc des changements qui sont prévus au maximum pour août 2026. Ces changements, ils les apportent des réponses à ces problématiques ? En effet, il y a pas mal de changements qui vont intervenir au plus tard, quelquefois, jusqu'en août 2026. C'est pas forcément en août, ça peut intervenir beaucoup plus tôt. C'est pourquoi nous, on a pris un petit peu le devant quand même pour rédiger ces guides en amont, parce que je pense que ça peut intervenir un petit peu plus tôt, même si aujourd'hui, on attend toujours dernière minute pour publier les textes. Mais effectivement, les collectivités, les personnes publiques, d'une manière générale, doivent d'ores et déjà être prêtes pour ces changements-là. Il y a pas mal de changements, dont notamment, on va peut-être en parler, puisqu'Éric est déjà rentré dans le vif du sujet, quelles sont nos obligations aussi en procédure d'achat. Une fois qu'on a défini nos besoins, une fois donc on a rédigé nos cahiers des charges en prenant en compte ces normes environnementales, les normes sociales, qu'on impose effectivement des contraintes aux possibles candidats qui veulent venir candidater à nos marchés, quelles sont les obligations au moment où on va choisir en fait effectivement les candidats qui se présentent à nous. Et là, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être changées, dont notamment le fait que les critères du prix ne sera bientôt pas un critère à lui tout seul, ça sera plutôt le coût du cycle de vie d'un produit. Donc on ne pourra pas dire globalement, techniquement, cette offre, elle est correcte, le prix est le plus bas, alors choisissons cette offre-là. Ça sera beaucoup plus complexe. Et finalement, concrètement, comment on passe à l'action ? Comment on fait ? Première chose, on travaille sur le sourcing comme on l'a dit. Deuxième chose, on vérifie si nous ne sommes pas dans un domaine où il y a des normes spécifiques. On a évoqué tout à l'heure la restauration collective, les pneus rechappés sauf dans un certain nombre de cas, les cabanes de chantier qui doivent pouvoir être prises même si elles sont d'occasion, etc. Les flottes de véhicules. Et puis troisième chose, il va falloir là prendre en compte au minimum un petit peu de coûts environnementaux, de paramètres environnementaux, sociaux, économiques dans nos marchés. Et là, on va se poser des questions. Je vais prendre un exemple. Toutes les entreprises soumissionnaires ont compris qu'il fallait dire qu'ils avaient une stratégie carbone, qu'ils allaient planter des arbres, super. Mais on n'est pas censé le prendre en compte au stade de l'attribution. Par contre, si elles nous disent que parce que le marché entraînera tel et tel type de déplacement, qui aura tel coût carbone, ils vont planter des arbres correspondant à ce coût carbone spécifiquement s'ils ont ce marché, alors ça devient un paramètre que l'on peut prendre en considération. Et ça nécessite un petit peu de subtilité de la part de l'acheteur public et de la part de l'entreprise pour bien intégrer ces éléments-là au stade de l'attribution, et avec un immense problème, c'est que si on est sur des marchés par exemple de transport, sur de la logistique, si au lieu de faire venir des pièces de très loin, on a un certain nombre de pièces qui sont stockées, que l'on peut faire réparer, on a évidemment, et qui donc du coup se déplaceront par exemple par bateau et pas par avion, on a dans ces cas-là un vrai impact carbone qui n'est pas un gros pipeau. Mais si on a juste un engagement sur un marché par exemple d'assurance, il me reste quoi comme critère ? La prise en compte de pourcentage handicapé, de ce marché donné en sous-traitance pour certaines prestations, par exemple à des entreprises d'insertion, mais enfin si on est sur un contrat d'assurance, on voit bien que ça ne va pas aller bien loin. Quel contrôle a-t-on sur la réalité de la compensation carbone, et surtout il faudra bien travailler sur le fait que cette compensation carbone correspondra à la prestation réalisée et non pas aux engagements généraux de l'entreprise. Et puis dernier élément, dans certains cas on va on l'a dit tout à l'heure, prendre en compte la question de coût global et de prendre en compte également les indices de réparabilité, bref tout ce qui est coût du cycle de vie. Ensuite, tout au long de la procédure, il y a plusieurs étapes où on peut réfléchir justement à cette commande publique responsable. C'est quoi ces étapes où on peut faire mieux ? On peut faire mieux partout, dans toutes les étapes, du début jusqu'à la fin. Et on peut faire mieux aussi au niveau de l'exécution du marché. Et c'est ça maintenant qu'il faut voir. Mais les collectivités, les personnes publiques le savent depuis très longtemps et le mettent vraiment en œuvre. Je pense que là où on met actuellement plus en œuvre cette histoire d'achat responsable, c'est plus dans les conditions d'exécution du marché. Cela fait plus de 15 ans que les collectivités, je pense, prennent en compte les chantiers propres, par exemple, vous voyez, parce qu'il y a des obligations effectivement imposées par les textes, mais parce que
moi, il y a 20 ans déjà, j'avais des clients précurseurs en la matière qui prenaient en compte la gestion du chantier propre et comment on va faire pour gérer effectivement la construction de nos ouvrages, mais de manière totalement propre. Donc, effectivement, tous les stades maintenant sont effectivement ont cette préoccupation d'achat responsable du début jusqu'à la fin. Et dans l'exécution, ce qui est important, c'est d'avoir des clauses spécifiques dans le cahier, des clauses techniques particulières avec des obligations imposées aux sociétés et avec des pénalités en face de manière à ce qu'on puisse tendre à la fois la carotte et le bâton, hein, parce que quand on impose des obligations sans avoir des sanctions en face, effectivement, ça ne sert à rien. Donc c'est là où il faut faire encore très attention, c'est à la rédaction de pièces spécifiques du marché, puisqu'il y a les CCAG, hein, les documents généraux qui imposent un certain nombre d'obligations, mais on peut aller encore plus loin et imposer des clauses encore plus spécifiques afin de rendre cette l'exécution du marché écologiquement et socialement responsable encore plus forte. Si telle est notre volonté, il faut aller pas à pas, hein, petit à petit, mais on peut d'ores et déjà y réfléchir à le faire. Et ça pose derrière la question du contrôle. Oui, effectivement. Le contrôle, il est d'une manière générale un outil très important que les collectivités, les personnes publiques doivent utiliser, que ce soit dans les marchés publics responsables ou tous les autres. Hein. Quand on impose des choses, il faut toujours les assortir. Il faut assortir ces obligations de faire telle ou telle chose avec un contrôle et aussi une pénalité en face, une sanction d'une manière générale, hein, que ce soit une pénalité, une mise en régie provisoire, une résiliation même d'un marché, quand ça devient très grave. Les outils de contrôle, c'est assez compliqué. Je dirais que le contrôle commence déjà quand on impose des critères dans le cadre de l'analyse des offres. On a pu se poser des questions, par exemple, comment, avec quelle méthode on va examiner le bilan carbone. Vous voyez, comment on va les juger. Il y a plusieurs méthodes. Donc, du coup, il faudrait qu'on soit très transparent, parce que vous savez très bien que la transparence est un des grands principes de la commande publique. Donc, il faut dire aux candidats comment on va faire pour les juger déjà dans le cadre de l'analyse des offres. Puis après, dans le cadre de l'exécution du marché, c'est pareil. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est effectivement énoncer, avoir des méthodes de contrôle qui sont connues et qui sont bien définies dans le cadre de l'exécution du marché. Et ça va, je pense, probablement beaucoup nous aider afin de ne pas avoir de problème d'exécution, parce que c'est effectivement le nerf de la guerre, c'est exécuter proprement et sereinement notre marché public. Éric Landau, je vous ai vu, vous vouliez compléter. Oui, je voulais dire que Evangelia a 1000 fois raison. La limite, souvent, n'est pas tant juridique que dans la pratique, car on sait tous qu'on a quelques difficultés, à assurer ses contrôles, et deux, même quand on le fait bien, on a quelques réticences parfois sur le terrain à infliger ces pénalités, parfois par copinage, mais la plupart du temps tout simplement parce qu'on sait que les gens sont de bonne foi, que sur tel autre dossier il y a une semaine, les gens ont bossé toute la nuit sans demander la moindre rémunération, etc. Ce qui veut dire que parfois, pour assurer tout ceci, plus encore qu'une politique de sanction, s'impose une bonne réflexion sur le type de contrat que l'on veut. On a beaucoup encensé puis décrié les marchés complexes qui étaient les contrats de partenariat, aujourd'hui marché de partenariat, et d'autres montages de ce type-là, mais il n'en demeure pas moins qu'il en reste que quand on veut faire des contrats de performance énergétique, il y a différentes formes juridiques, mais qui toutes reviennent, si on est un petit peu habile, non pas à infliger des pénalités pour celui qui a fait un bâtiment qui ne respecte pas les contraintes environnementales, le constructeur disant après coup que c'est nous qui avons mal entretenu le bâtiment ou que sais-je encore, mais on va plutôt faire en sorte que toi tu le construis, tu vas faire tel entretien et tu vas payer la facture d'électricité. C'est ce que payaient certains contrats de partenariat. Aujourd'hui, d'autres montages juridiques le permettent et qui tous reviennent à, de manière vertueuse, non pas tant faire une pénalité que d'imposer aux privés, prestataires de services ou constructeurs, d'assumer les engagements environnementaux qui furent les siens. Par exemple, paiement d'une facture d'électricité, mais sur des marchés plus simples, sans aller sur des marchés complexes, on peut très bien dire que pendant la durée du contrat, il y aura telle et telle norme, la personne pourra vérifier et me remboursera le montant de la facture d'électricité si ça dépasse tant selon des formules de paramètres. Il y a différents montages possibles. Et vous aurez à peu près la même chose. Par exemple, on passe vers des flottes de véhicules carbone, bas carbone, etc. Évidemment
que si cela inclut le coût électrique, la recharge, la réparation ou autre, vous aurez une plus grande et plus facile intégration du coût réel du bien que si vous êtes obligé d'aller faire réparer, parce qu'on sait très bien que sur certains véhicules, notamment électriques, des réparations de marché captif peuvent être extrêmement coûteuses. Donc, la réflexion doit intégrer la réparabilité, le coût de cycle de vie, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, mais ça va induire une réflexion sur l'étendue de ce que je vais faire en prestation. Exemple, pour certains types de véhicules, c'est combien à la location, y compris réparation sous telle et telle condition. Et dans ces cas-là, on sort un peu de la nasse de la difficulté qu'on a à contrôler la réalité du coût dans la durée ou de la réalité de certaines contraintes de conditions environnementales qu'Evangelia évoquait au stade des sanctions qui sont un élément déterminant, mais quand on peut avoir le même résultat sans en passer par des sanctions, c'est en général plus efficace. Merci à tous les deux. Merci à vous. Au revoir. C'est la fin de ce 3e épisode de notre série de podcasts. Retrouvez le lien de l'étude évoquée par Éric Landau et Evangelia Karamitrou dans les commentaires et la description de ce podcast. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.